Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qui est dans la droite ligne d'un précédent webinaire que j'ai fait en août dernier pour ceux qui ont pu y assister. Pour ceux qui débarquent un peu sur ce sujet, je vous invite peut-être à revisionner ce webinaire s'il y a des concepts que je vais aborder dans le cours de ce webinaire qui ne vous parlent pas ou qui vous semblent mériter des explications. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'agents conversationnels avec en filigrane l'enjeu qui est ces outils-là sont faits pour maximiser l'usage, la satisfaction de vos utilisateurs et de vos clients et de vos usagers. Je me présente rapidement, je suis Marine Soroko, je suis présidente d'Adimeo. Et chez Adimeo, on vous accompagne au quotidien pour faire du digital le levier de votre développement. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'irruption de l'IA est à la croisée des chemins autour de ces sujets-là, puisque bien évidemment, avec ces outils d'IA, on est en capacité maintenant de créer de nouvelles relations, de nouveaux outils, définir de nouvelles organisations, ça c'est très important, c'est-à-dire que la partie immergée de l'iceberg des transformations d'IA, c'est évidemment mettre à disposition de nouvelles organisations et de nouveaux enjeux techniques pour générer de nouveaux dialogues. Au quotidien, on a pour raison d'être, fil rouge, de vous accompagner, innover, transformer, pour ensemble, collectivement, bâtir un futur numérique durable. Les enjeux d'IA touchent de près ces sujets de durabilité, équitable et inclusif, avec toujours pour idée de placer l'humain au cœur de ces transformations. Et c'est bien extrêmement important de le dire dans ces contextes de réflexion autour de l'intelligence artificielle, puisqu'on sait ô combien ces sujets d'IA viennent bouleverser la place, ou viennent questionner plutôt, la place de l'humain dans l'ensemble des interactions, au point parfois de créer des mondes un peu dystopiques et un peu effrayants. On vous accompagne sur 4 secteurs, le conseil et la stratégie, clés sur les sujets de transformation d'IA, le design et l'innovation, quelles interfaces on met en place, la production technique à proprement parler, et donc toutes les plateformes agentiques dont on va parler, et des sujets de marketing et de CRM. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est s'intéresser à la promesse des agents conversationnels, et qu'est-ce que vous devez réellement en attendre, et comment vous pouvez les déployer. On va partir d'une brève analyse du marché des agents conversationnels pour s'intéresser aux enjeux actuels, dresser un panorama qui sera nécessairement pas exhaustif, mais en tout cas on va essayer de vous apporter un éclairage sur ce sujet. S'intéresser aux méthodes de déploiement, là je vais y aller un peu vite, je pourrais y passer un peu plus longtemps et on pourra en discuter un peu plus si les sujets vous intéressent. Et mettre un dernier focus sur le sujet de sécurité, fiabilité et conformité, parce que aujourd'hui, on est en pleine hype de ces sujets-là, et les enjeux de sécurité, de fiabilité et de conformité sont au cœur de la durabilité des outils que vous allez déployer. Si j'analyse un peu le marché des agents conversationnels, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que le sujet est loin d'être neuf. Si je reviens un peu loin, il y avait, dans les années 60, des initiatives, notamment avec le robot Elisa, qui avait été créé. Elisa, à cette époque-là, on avait déjà eu des analyses un peu psychologiques de réaction avec Elisa, et on voyait déjà qu'il y avait un peu des comportements anthropomorphiques qu'on constate aujourd'hui avec les agents conversationnels. C'est pas nouveau. On a eu ensuite des vagues un peu molles d'exploration, avec, quand même en 2006, IBM qui avait sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez, Watson, qui portait en lui des promesses très intéressantes, mais qui était, d'un point de vue financier, un gouffre financier, et avec des résultats finaux assez inutiles, inexploitables. Surtout qu'on était avec beaucoup de règles, beaucoup de complexité de gestion, etc. Là, on est en plein dans ce que j'appelle enfin bon, pas moi, c'est pas moi qui l'appelle, dans la 4e vague, où effectivement, on est dans une diffusion massive, avec des architectures qui sont basées sur le langage naturel, le fameux NLP, Natural Language Processing. On passe dans des logiques de multimodalité, par la voix, par l'écriture, et c'est la vague qu'on vit aujourd'hui. Si on essaie de se projeter un tout petit peu plus loin, ce qui nous attend demain, et ce qui questionne énormément, c'est la vague agentique, c'est-à-dire la capacité demain d'avoir des chatbots beaucoup plus autonomes qu'ils ne sont aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est sur des chatbots qui sont informationnels, conversationnels, mais qui n'exécutent pas encore des actions. Alors, le pas encore et à prendre avec des pincettes. Donc voilà un peu
la trajectoire sur laquelle on se situe aujourd'hui. En termes de marché à proprement parler, c'est un marché qui est en pleine explosion. Je vous donne quelques chiffres. Alors, c'est des chiffres d'études plus ou moins scientifiques. On a une promesse d'économiser 11 milliards d'énergie, 11 milliards de dollars sur ces sujets-là. C'est évidemment challengeable. Ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que les usagers en retirent? Les usagers, les utilisateurs, dans quelle mesure on constate ou pas une satisfaction d'usage? Là, les chiffres sont très intéressants. 88% des utilisateurs de chatbot disent avoir utilisé un chatbot dans l'année passée. 62% vont nous dire qu'ils préfèrent l'interaction avec un chatbot plutôt que d'attendre un agent humain. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le chatbot va se positionner comme un relais d'immédiateté. Et l'autre sujet, c'est de se dire que 80% des consommateurs disent que leurs interactions avec un chatbot sont globalement positives. Il y a plein d'autres stats qui peuvent exister et qui vont venir nourrir un peu la réflexion sur vraiment, on assiste aujourd'hui à une adoption massive de l'usage des chatbots. Et ça, c'est aussi renforcé par un autre phénomène qui n'est pas très visible en France, qui est que les moteurs de recherche traditionnels, Google en premier lieu, migrent vers des moteurs de réponse et d'interface conversationnelle. C'est les fameux liens bleus de Google qui ont tendance à disparaître avec ce qu'on appelle les AI Overview et les AI Mode, qui ne sont pas visibles en France, parce que la France est un des seuls pays du monde à n'avoir pas encore déployé ce genre de sujet, mais où en gros, quand vous interrogez Google via des mots-clés, il ne vous propose plus un résultat de liste de recherche, mais directement une réponse, un peu comme ChatGPT, un peu comme Perplexity. Et donc ça, évidemment, ça vient ancrer encore plus durablement les usages des interfaces conversationnelles dans les pratiques de nos utilisateurs. On peut se poser aussi la question de quelles sont les analyses qu'on peut faire en termes d'efficacité et de coût. Il y a plein de rapports qui sortent, plus ou moins valides, qu'il faut prendre quand même avec des pincettes. Je citerai par exemple un rapport de McKinsey qui dit que quand j'associe un chatbot et un agent humain, je multiplie par 2 la productivité et je divise par 2 le coût. Ça, c'est assez intéressant parce que l'analyse que fait McKinsey est d'analyser l'effectivité d'un chatbot tout seul, avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Et c'est là où on va plutôt s'intéresser à l'idée de l'humain augmenté. C'est-à-dire qu'on va plutôt effectivement voir une efficacité très notable quand je suis dans des modes d'hybridation. On en reparlera un petit peu plus tard. Et il y a une autre étude d'IBM qui me paraissait intéressante, c'est que les chatbots, dans certains cas, peuvent gérer jusqu'à 80% des demandes courantes. Vous savez, c'est la fameuse loi de Pareto, le 80-20, où en fait, quand vous avez des questions récurrentes qui viennent tout le temps, les chatbots, ils ne sont pas limités par des horaires de travail, ils sont disponibles en permanence, et ça génère à la fois une vraie satisfaction utilisateur dans l'immédiateté de la réponse, et en même temps des gains sur les centres de support. Il faut quand même un tout petit peu temporiser ce sujet, je trouve, c'est assez important, c'est de se dire que ces gains-là, on a constaté aussi pas mal de retours en arrière. L'un des exemples typiques, c'était la société Klarna, je ne sais pas si vous la connaissez. Ils avaient totalement automatisé leur support client, sauf qu'ils se sont rendus compte que ça avait généré beaucoup plus de conséquences en termes de retraitement d'infos, dégradation d'images, qu'ils ont un peu switché ou abandonné cette approche tout IA pour venir rééquilibrer et remettre un petit peu d'humain dans les process. C'est pareil, on a eu la même chose sur Air Canada avec quelques scandales, on a eu la même chose avec DPD où il y a eu des critiques, des insultes, où DPD a même été amené à désactiver complètement l'IA pour revenir à un mode complètement humain. Donc voilà, ce que je constate surtout, c'est que sur cette hype d'agents conversationnels, on a eu des acteurs qui se sont lancés très très tôt, qui ont essuyé les prates, et on revient certainement aujourd'hui à un peu plus de raison. Si on s'intéresse maintenant aux enjeux des agents conversationnels, j'ai essayé de dresser un peu un panorama des usages d'agents conversationnels, sachant qu'il y a plein de classifications possibles. Je pourrais catégoriser par canal, par support, par typologie d'activité. Là, ce que j'ai voulu illustrer, c'est de se dire que un chatbot, un agent conversationnel, c'est un agent d'assistance et de résolution. Donc je vais automatiser la réponse, accélérer la résolution. C'est un agent d'accompagnement. Là où c'est intéressant, c'était pour des personnes assez éloignées du numérique. Je vais pouvoir de manière plus facile soutenir la navigation, l'apprentissage, l'usage d'un produit ou d'un service.
Ça va être aussi un agent de fidélisation, de relation, pour créer une relation. Donc là, on va être plutôt dans des comportements que je disais en introduction, un peu plus anthropomorphiques, où je vais donner une personnalité particulière à mon chatbot. Je vais pouvoir aussi utiliser les chatbots comme des agents de médiation. Typiquement, c'est là où c'est très intéressant, et on va en reparler un peu plus tard dans les logiques de déploiement, c'est la vision omnicanal du chatbot. Je vais pouvoir répondre via un centre d'appel, via un chatbot, via un canal WhatsApp, voire même en magasin avec des agents autonomes. Et le dernier sujet, qui est moins exploré par le grand public en quelque sorte, mais ce sont un chatbot comme des agents de support de décision, où je vais pouvoir donner accès à une information métier et à un savoir qui est propre à l'organisation dans laquelle je suis. La question qu'on peut se poser, c'est en quoi les agents conversationnels aujourd'hui viennent transformer la relation utilisateur. Relation, on va parler vraiment de relations numériques où on avait l'habitude d'aller sur Google, d'aller sur des sites web, de scroller, de chercher, de cliquer sur des liens. Aujourd'hui, les agents conversationnels ne se contentent pas d'automatiser l'échange. Ils viennent vraiment redéfinir la relation, et ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça vient répondre à des enjeux qu'on connaît depuis longtemps et auxquels on a du mal à satisfaire, d'immédiateté. En fait, quand je fais une recherche à 4 heures du matin sur un site internet et que je ne trouve pas l'information, je peux, grâce à l'agent conversationnel, avoir une réponse immédiate à une information que je ne réussis pas à trouver via des parcours classiques de réponse. Donc, on va être dans une expérience beaucoup plus fluide et sans friction. On va aussi être en capacité d'offrir des éléments de personnalisation. Là, la personnalisation, c'est le cas typique de je suis sur un site e-commerce, je veux avoir des informations de où se trouve ma commande. Le chatbot, connecté au CRM, est en capacité, en langage naturel, de me donner une réponse de où se trouve ma commande. Et le troisième sujet qui est extrêmement intéressant aussi, c'est un sujet d'accessibilité. Accessibilité au sens numérique, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec un chatbot, je vais pouvoir être en capacité de donner accès à une information pour tout type de public, via des supports vocaux, via un langage naturel, qui est peut-être plus adapté au niveau de vocabulaire ou de sémantique de mon interlocuteur. Ça, c'est un point important. Le deuxième sujet qui est clé et qui vient transformer la relation, c'est que on est un peu dans une approche binôme. L'implémentation d'un chatbot vient générer des gains pour les utilisateurs. Alors on l'a vu, les utilisateurs, l'autonomie, la rapidité, la clarté. Je résous ma demande sans avoir besoin d'avoir ou d'attendre un être humain, mais aussi et surtout pour l'organisation. Et c'est là où se situe le shift un peu transformationnel important, ou en tout cas ce qui vient accélérer l'usage, c'est que les organisations en elles-mêmes y trouvent très largement leur intérêt. On l'a vu précédemment sur les sujets de coût, de productivité, mais en gros, déployer un chatbot vocal, textuel, ou même visuel dans certains cas, vient désengorger mon service après-vente, vient désengorger mon service RH, qui n'a plus à répondre 15 fois à la même question que les collaborateurs soit ne trouvent pas, soit ne cherchent pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux, en tant qu'organisation, accélérer, capitaliser sur toutes les interactions qui ont lieu. Donc chaque échange que j'ai avec un interlocuteur devient potentiellement un levier d'expérience, qui est analysable pour comprendre c'est quoi les besoins réels de mes cibles, et donc je peux être dans une démarche d'amélioration proactive. Et puis le dernier sujet qui est important et qui est encore un peu en défrichage, parce qu'on a vu qu'il y avait eu pas mal d'erreurs sur la manière dont on venait personnaliser le chatbot, c'est une nouvelle relation à créer avec un nouveau mode de relation numérique plus direct, plus accessible, parfois plus bienveillant. Donc en fait, il y a un équilibre assez complexe à trouver entre efficacité et également engagement émotionnel. Ce qui est très important, c'est qu'il y a pas mal d'études, je le disais en introduction, sur quelle est la perception des utilisateurs. Ce ne sont pas que des interfaces relationnelles. Ce sont des interfaces agréables dans lesquelles on peut avoir de la confiance et dans lesquelles on vient humaniser, personnaliser le chat qui est en face de nous, avec pas mal d'écueils qu'on va avoir à gérer. Pour résumer, les grands enjeux pour aujourd'hui et pour demain sur les sujets des chatbots, ce sont 1. La confiance, transparence et explicabilité. Aujourd'hui, un de mes mantras, c'est de dire que la fracture numérique d'aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que j'ai un ordinateur ou est-ce que je n'ai pas un ordinateur, c'est est-ce que je sais comment fonctionne l'outil numérique qui est mis à ma disposition. Et tout l'enjeu, si vous fournissez des outils de chatbot, c'est de rendre explicable,
compréhensible le mode de fonctionnement du chatbot. Traçabilité des sources, comment il est alimenté, et comment j'explique les réponses qui sont fournies. Pourquoi? Parce que ces éléments-là vont venir générer la confiance de l'utilisateur dans l'usage et donc renforcer son usage. Le deuxième sujet très important, c'est un peu le dilemme entre la personnalisation que le chatbot peut apporter, parce qu'il a des bases de connaissances qui sont basées sur ce qu'il connaît de moi, et les enjeux de respect de la vie privée. Dans quelle mesure j'enregistre le contexte de la conversation, dans quelle mesure j'enregistre l'historique de la conversation, pour que 6 mois plus tard, je m'appuie sur ces éléments-là pour influencer la conversation que j'aurai, ou donner des informations à l'organisation de façon qu'elle puisse les exploiter d'une manière différente. Là aussi, il y a des enjeux éthiques majeurs. Le troisième sujet, qui est parfois un peu balbutiant encore, c'est comment je gère le multimodal et l'incarnation. Aujourd'hui, je peux gérer du texte, de la voix, et donc générer des émotions. Comment est-ce que je génère de l'empathie sans pour autant conserver l'authenticité et non plus ne pas, j'allais dire, éviter un anthropomorphisme excessif. Donc là encore, j'ai un enjeu de venir tester la manière dont les internautes perçoivent le chatbot. L'avant-dernier sujet, c'est un sujet d'autonomie, d'apprentissage. Là, c'est une porte qui est en train de s'ouvrir de manière très importante avec des initiatives technologiques très très fortes. Les chatbots sont de plus en plus dotés d'actions autonomes. L'exemple très classique, c'est d'avoir un agent chatbot capable d'acheter pour le compte d'un utilisateur, sans passer par un tunnel de commande. Et enfin, le dernier sujet éminemment important, c'est qui est responsable si le chatbot se trompe, si il met en avant des biais, des biais genrés, culturels ou autres, et que ces biais-là ou que ces erreurs-là engagent des actions qui peuvent être pénalement, juridiquement répréhensibles. Si je redescends un tout petit peu sur Terre et que je m'intéresse maintenant à quelles sont les réponses du marché, j'ai classiquement le Magic Quadrant du Gartner. Bon, c'est intéressant, c'est une base de départ. Ce qu'on sait sur le Gartner, c'est que, en gros, faut, j'allais dire, être influent vis-à-vis des consultants du Gartner pour y être positionné. Ça nous donne un état du marché, mais ce n'est absolument pas exhaustif, ni réaliste. Moi, ce que je constate dans le marché, c'est qu'on est sur une fragmentation totale des solutions. Cette fragmentation totale amène une catégorisation qui est assez difficile. Moi, je vous ai mis ici plein de logos, ça veut un peu rien dire, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quantité de solutions qui peuvent répondre à différentes catégories. Et j'aurais pu faire plein d'autres catégorisations différentes. On va avoir des acteurs ultra généralistes avec des SaaS très verticalisés, des SaaS de niche. Les acteurs généralistes de l'IA, c'est assez intéressant. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché, c'est qu'ils ont une logique de phagocytage de beaucoup d'acteurs. J'ai pour exemple, il y a 3 jours, la sortie de l'agent builder d'OpenAI. L'agent builder d'OpenAI vient de le marché de beaucoup de startups qui s'étaient positionnées sur le segment de plateformes conversationnelles. Ça, c'est généraliste de l'IA. Vous pouvez aujourd'hui les utiliser pour générer votre chatbot. Ça marche très, très bien. Vous avez des éditeurs de chatbot dont c'est le cœur de métier. Ils existent souvent depuis longtemps. Avant, c'était plutôt des scénarios, des règles, etc. Puis ils se sont progressivement mis sur le segment des LLM. Et c'est vraiment leur cœur de métier. Et ce que je rajouterais, c'est que de plus en plus, et c'est sans doute ce à quoi répond le Magic Quadrant du Gartner, c'est que ce sont des outils qui vont vous proposer des plateformes conversationnelles où vous allez venir peut-être industrialiser votre approche pour gérer N chatbots. Vous avez également des éditeurs orientés CRM, ITSM, c'est-à-dire tout ce qui est service, centre de support client, etc., où évidemment, ils proposent des chatbots. C'est HubSpot, qui a un chatbot qui est assez intéressant, on va en reparler. C'est Einstein avec Salesforce, c'est Jira également. Bref, vous avez aussi, ils portent eux-mêmes des chatbots. Ce qui est juste intéressant de voir là-dessus, c'est que par exemple, le chatbot d'HubSpot, c'est directement un partenariat avec OpenAI, c'est-à-dire avec une solution très généraliste. Donc il y a une espèce de consanguinité qui existe sur le marché. Et puis vous avez des acteurs qui sont
un peu difficilement catégorisables, qui vont proposer des plateformes qui font un truc très très bien, mais on va devoir dans ce cas-là le composer avec d'autres plateformes. Vous allez avoir des plateformes agentifiées, donc ça c'est un espèce de... et qui vont surtout être basées sur des solutions LLM en tant que telles. Et puis après derrière, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une floraison d'initiatives open source. Je ne sais pas si vous le savez, mais en l'occurrence, les États-Unis ont une approche très business fermée, tandis que la Chine a une position très open source sur les sujets de l'IA. Donc il y a énormément d'initiatives open source qui sont très intéressantes, avec évidemment en contrepartie le fait que qui dit open source dit également besoin d'intégration assez fort. Ce qui est important de retenir, c'est que aujourd'hui, quand vous voulez construire un chatbot, vous avez pléthore de solutions. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un enjeu aujourd'hui qui est de venir industrialiser, normaliser vos plateformes conversationnelles. Et pour ça, c'est pas uniquement faire un chatbot. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Quand on parle d'agents conversationnels, il va falloir que vous puissiez exploiter vos bases de données maison, ce qu'on appelle dans le jargon des RAG, c'est-à-dire en fait le corpus documentaire sur lequel le chatbot va être capable de proposer des réponses adaptées. Vous allez avoir besoin d'avoir des outils de code ou d'intégration pour pouvoir vous permettre notamment de construire des workflows métiers. L'exemple type d'un workflow métier, c'est de se dire, quand mon chatbot n'a pas la réponse à une question, il faut que je puisse déléguer à un humain et il faut que je puisse checker des disponibilités. Workflow basique. Mais il y en a quantité d'autres. Il faut également que je puisse travailler les sujets de compréhension et traitement du langage, comment je gère le contexte, quels sont les LLM que j'appelle. Il faut également que je puisse gérer la multimodalité, c'est-à-dire comment est-ce que je déploie un chatbot sur WhatsApp que je vais personnaliser de manière un peu différente de celui qui va peut-être être sur Facebook Messenger. Et donc tout ça, ça va nécessiter des vrais travaux d'intégration et d'orchestration pour pouvoir me connecter à mes systèmes, me connecter aux canaux externes, pouvoir paramétrer ce qu'on appelle également les métaprompts. Les métaprompts, c'est en gros comment je dis à mon chatbot comment il doit répondre. C'est typiquement, si je suis sur un chatbot de service client, tu es un chatbot de service client et tu dois répondre aux utilisateurs en t'appuyant sur tel et tel type de données. Tu ne dois pas répondre à telle question, etc. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que le chatbot est paramétré par un prompt, majoritairement. Je schématise très rapidement. Et puis le dernier sujet qui est clé, quand vous déployez un chatbot, et on le verra sur la méthodo, c'est qu'il y a un enjeu majeur d'analyse des réponses fournies. Puisque vous avez une quantité infinie de typologies de questions qui peuvent être posées, vous devez pouvoir surveiller la pertinence et la qualité des réponses qui sont proposées. Et donc, vous positionnez, vous mettre dans une logique d'optimisation continue, où au fur et à mesure des questions et des bonnes réponses que vous aurez, vous allez pouvoir affiner les réponses futures que va donner le chatbot. Et ça, évidemment, les plateformes d'IA conversationnelles le proposent toutes plus ou moins, avec plus ou moins d'outils intégrés, pas intégrés. Je vous donne quelques exemples. Un premier exemple qui est intéressant, c'est par exemple le fait de déployer un orchestrateur d'IA pour une destination touristique. Là, en l'occurrence, c'est une destination touristique, les gens vont sur le site web, les gens téléchargent une application, les gens appellent le service client, beaucoup, et les gens vont sur la page Facebook pour voir les actualités. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans ce projet-là, on a créé un RAG unifié, c'est-à-dire une source unique de données, qui va crawler 2 sites web, un catalogue produit et une base de connaissances. De façon à déployer 5 chatbots qui sont tous avec des personnalités différentes, qui sont tous avec une gestion des hallucinations différentes pour pouvoir avoir une réponse la plus conforme possible, et avec également une interface de recherche augmentée. Sur ce type de projet, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir déployé un écosystème complètement open source avec une plateforme DeFi, donc une des solutions que j'ai évoquées précédemment. DeFi, c'est vraiment une plateforme d'orchestration qui va venir agréger toutes les sources documentaires, le CMS, le site internet, le CRM, les bases métiers spécifiques qui sont produites en propre, et plein d'autres potentiellement. Cette plateforme DeFi va venir vectoriser l'ensemble des données pour pouvoir ensuite faire appel à un LLM,
Donc le LLM, ce sont les grands modèles de langage que vous connaissez, type OpenAI, Mistral, Anthropic, toutes ces grandes sociétés que vous connaissez, ça peut être Google ou Microsoft Copilot par exemple, et qui va venir ensuite échanger en langage naturel pour pouvoir donner des réponses aux questions que posent les utilisateurs. Dans cette plateforme-là, vous allez aussi lui adjoindre ce qu'on appelle des plateformes d'observabilité de type Langfuse pour pouvoir venir analyser jour après jour la qualité des réponses qui est fournie. Ça, c'est un exemple d'architecture full open source, donc totalement disponible, sur lequel on va avoir une grande capacité de contrôle et une grande capacité évolutive pour demain rajouter de nouveaux comportements métiers, modifier les prompts de réponse, connecter d'autres sources, etc. etc. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est un exemple totalement différent. Là, je vous parlais d'un écosystème très ouvert, très open source. C'est comment est-ce que, avec un outil, avec HubSpot, qui est un CRM, je peux déployer un chatbot connecté au CRM pour pouvoir fournir des informations logistiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une interface plug and play, pas forcément avec beaucoup de code, on va voir un petit peu quelles sont les particularités. Je vais surtout avoir besoin de configurer les API d'accès aux informations et à l'ERP pour venir à tout moment donner des informations à mes clients, basculer vers un être humain selon des déclencheurs que j'aurais paramétrés, c'est-à-dire que c'est ce que vous voyez un peu là sur la droite, c'est-à-dire qu'en fonction de certaines actions, je vais pouvoir, et en fonction de certains mots-clés, qui peuvent être compris selon plusieurs extensions sémantiques. Hein. Le je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que tu veux dire, je vais pouvoir le gérer de cette manière-là. Ces mots-clés vont pouvoir déclencher des transferts vers des êtres humains. Et on va pouvoir aussi fournir des informations personnalisées d'après des informations que j'ai dans des systèmes extérieurs, donc les fameuses connexions aux API. Ça, c'est également extrêmement intéressant parce que ça vous permet simplement, via une solution existante du marché, si vous avez déjà HubSpot, de déployer un chatbot très personnalisé avec une vraie qualité de l'expérience. Je vous donne ici 2 exemples, il y en aurait plein d'autres. J'ai fait des tests il y a un jour sur notamment la grosse annonce qui secoue un petit peu le monde des agents aujourd'hui, qui est que OpenAI a lancé l'Agent Builder qui vient potentiellement détruire un certain nombre de SaaS qui proposaient la même solution. Et en 2 heures, 1 heure, même moins, vous pouvez construire un chatbot qui commence à apporter une vraie information à vos internautes. Si je devais m'intéresser un peu aux critères de choix, parce que vous l'avez vu, le marché est immense, en pleine structuration. Tous les jours, les annonces des grands acteurs de l'IA viennent un peu bouleverser ce marché et rendent extrêmement difficile le choix. Le premier critère, c'est évident, c'est les capacités fonctionnelles. Est-ce que je veux faire du multicanal? Est-ce que je peux personnaliser? Est-ce que je peux contextualiser? Comment est-ce que je peux aussi venir orchestrer mes agents conversationnels dans une vision d'organisation? C'est-à-dire que si vous vous appelez Air France ou si vous êtes une petite PME de 5 personnes, évidemment que les capacités d'industrialisation ne seront pas les mêmes. Pour plein de besoins, des solutions SaaS très basiques suffisent largement, plutôt que de s'équiper d'un outil qui permet de déployer 15 chats en mode multimodal avec des connexions avec des API métiers, etc. La vraie question qu'il faut se poser, c'est les capacités de l'outil que je retiens servent-elles un usage réel? Et est-ce que cela servira à un usage que j'aurai peut-être dans 6 mois ou 12 mois? Question, je vous l'accorde, à laquelle il est extrêmement compliqué de répondre. Le deuxième sujet qui est important, c'est la question de l'architecture technique et de l'intégration. Là, vous avez évidemment des plateformes plus ou moins plug and play. Est-ce que vous avez des connecteurs ou des API efficaces? Est-ce que vous avez ce que j'appelle une agnosticité, si je puis dire, des LLM? Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez des grands fournisseurs de LLM, c'est-à-dire ceux qui sont capables de vous fournir des réponses en langage naturel, et très généralement, vous les interrogez par API. Vous pouvez les héberger en local, mais bon, c'est un peu plus, ça demande un peu plus d'huile de coude. Aujourd'hui, vous pouvez demander à OpenAI, c'est l'équivalent de ChatGPT, vous pouvez demander à Claude, qui est géré par Anthropic, vous pouvez demander à Microsoft Copilot, bref. Ce qui est très important pour vous, c'est que, et ça c'est quelque chose que je pousse énormément, c'est que quand vous choisissez un outil, vérifiez bien que vous pouvez changer de fournisseur de LLM. Pourquoi? Parce que les LLM ou les évolutions des modèles vont tellement vite qu'il ne faut pas être figé sur un, et que par ailleurs, il y a un vrai enjeu dans le coût même des LLM. J'y reviendrai. Le troisième sujet, c'est la question de la performance et de la qualité des réponses. Ça,
ce sujet-là, c'est un sujet éminemment complexe. Parce que vous avez 2 éléments qui viennent influencer la performance et la qualité des réponses. Vous avez 1, la qualité intrinsèque du LLM que vous retenez. Donc je reviens un peu là-dessus, hein. Le LLM, c'est le moteur de réponse qui vient interpréter un langage naturel et restituer un langage naturel. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La performance et la qualité des réponses vient éminemment aussi de la qualité d'intégration que vous faites et de la qualité du corpus documentaire que vous avez. Donc là, vous avez un enjeu majeur à définir, c'est quoi une bonne réponse? C'est quoi une réponse pertinente? Et vous avez un enjeu majeur à venir challenger la pertinence perçue par les utilisateurs. Le 4e sujet, il est clé. On l'oublie parfois un peu trop vite dans l'enthousiasme d'époque. C'est les enjeux de sécurité, de conformité, de gouvernance. Où sont les données? Mes données sont-elles confidentielles? Les données qu'échangent mes utilisateurs sont-elles confidentielles et, entre guillemets, bien gérées par rapport au RGPD? Est-ce que j'ai une traçabilité complète de toutes les réponses? Est-ce que je suis en capacité d'expliquer les réponses? Là, il y a un vrai équilibre à avoir entre un enjeu de conformité absolue dès le départ, qui peut être complexe, et l'adapter à un cadre de gouvernance. Où est-ce que ces données vont? Quel est le risque réel en cas de fuite? Comment est-ce que je structure mon analyse des logs? Bref, il y a un vrai enjeu de conformité RGPD à définir. Et puis le dernier sujet, aussi extrêmement important, c'est l'enjeu de coût et de modèle économique. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard, mais ce sujet-là, il est assez complexe à aborder, notamment dans l'enjeu de prévisibilité des coûts. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Si je m'intéresse maintenant aux méthodologies de déploiement, je vais donner un cadre assez simple, pas trop détaillé. Pourquoi? Parce que, évidemment, entre une solution SaaS que vous allez payer quelques dizaines d'euros par mois, qui va être plug and play et que vous allez installer très rapidement, versus une plateforme complète d'orchestration, les temporalités, les complexités ne sont absolument pas les mêmes. Donc là, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de se dire, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes cas d'usage, c'est quoi mes contraintes. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, vous allez me dire, mais en gros, c'est quoi votre projection à 1 an, 2 ans, 3 ans, selon que vous êtes une collectivité, un site d'e-commerce ou une boîte de logistique. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, notamment aussi au regard de votre existant informatique. Est-ce que vos bases de données, vos outils sont majoritairement SaaS? Est-ce que vous êtes majoritairement sur du propriétaire hébergé? Tous ces sujets-là vont venir influencer un peu la trajectoire que vous souhaitez prendre, que vous allez donner sur ce projet. Une fois que vous êtes clair sur ce sujet-là, vous allez évidemment avoir des sujets d'implémentation technique, de choix d'architecture, de quelle solution, de quelle base de connaissances je vais connecter, de comment est-ce que je les synchronise, etc. Vous allez évidemment également travailler à définir ce qu'on appelle l'expérience conversationnelle. Ça, c'est le ton, comment est-ce que je parle, quel est le style, quelle est la personnalité de l'agent conversationnel. Et vous allez notamment travailler ce qu'on appelle le prompt, ou plutôt le méta-prompt, c'est-à-dire un peu comme quand vous faites un prompt sur ChatGPT, de lui dire quel est le type de réponse que j'attends dans telle ou telle situation. Quels sont aussi les cas de bordure, c'est-à-dire en gros, si je n'ai pas la réponse, comment tu réponds? Et il y a 2 sujets qui sont clés, c'est les tests, le pilotage qualité. Là, c'est un point sur lequel il faut être encore plus vigilant que dans des projets, j'allais dire informatiques classiques, où vous avez une non-reproductibilité des tests. Et vous avez une infinité de tests possibles, puisque, évidemment, dans un agent conversationnel, je peux potentiellement poser n'importe quelle question. L'infini des possibles est très vaste. Donc ça veut dire que vous allez devoir cadrer pour pouvoir circonscrire un peu le fameux 80-20 ou le 98-2. Donc travailler toutes les questions types, s'assurer de la pertinence des réponses et dans le sujet du pilotage qualité, venir itérer très finement tout au long de la vie du projet pour analyser et vérifier la pertinence des réponses selon l'évolution de mon corpus documentaire et selon les retours des utilisateurs. Donc ça, c'est un point qui est très très important dans un projet comme celui-là, c'est que encore plus dans un projet d'agent conversationnel, vous êtes en bêta permanente. Vous devez inscrire au cœur du projet l'expérimentation permanente et le test permanent. Je reviens un tout petit peu sur le sujet des coûts. C'est un enjeu clé avec une terminologie que j'utilise qui est le LLM FinOps. C'est un peu un jargon, mais qui est extrêmement important parce que
quand vous mettez en place un agent conversationnel, vous avez plusieurs grandes typologies de coûts. Évidemment, le coût d'implémentation. Combien ça me coûte pour configurer, intégrer. Un coût d'implémentation, c'est potentiellement nul si vous prenez une solution SaaS sur étagère. C'est juste le temps que vous allez passer pour le configurer. À plusieurs dizaines, plusieurs centaines de jours, quand vous choisissez des plateformes d'agents conversationnels très larges, sur lesquelles vous allez avoir beaucoup de fine-tuning à faire, d'intégration métier, de gestion de workflow, etc. Ça, c'est des coûts d'implémentation, on va dire projet, qui sont plus ou moins contrôlables. Vous avez aussi des coûts de licence, des coûts de maintenance, en fonction de l'architecture technique que vous retenez. Si vous êtes en solution SaaS ou pas, vous allez avoir des coûts classiques annuels pour suivre l'évolution des solutions que vous avez installées ou vous utilisez. Et puis il y a un troisième coût extrêmement important à prendre en compte, c'est le coût des tokens. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas vous-même auto-hébergé vos LLM, c'est-à-dire vos modèles de langage, vous allez avoir des requêtes qui vont être passées auprès des grands acteurs des modèles de langage. Donc ça peut être, encore une fois, je le répète, de l'Anthropic, de l'OpenAI, du Vertex, Microsoft, du Google Vertex, du Microsoft, bref, tous ces grands acteurs GAFAM, où à chaque fois que vous allez envoyer un message, et à chaque fois qu'il y a un message qui va revenir, ça va comptabiliser des tokens. Et aujourd'hui, il y a des coûts unitaires pour chaque millier ou million de tokens. Et là où c'est extrêmement important pour vous dans l'analyse prédictive des coûts de fonctionnement de votre chatbot, c'est que selon les solutions, soit vous allez être sur des coûts directs d'appel au LLM, donc les tarifs des API sont affichés, sont publics, etc. C'est juste qu'il va falloir prédire va être le volume d'usage qui va être fait, et éventuellement mettre des plafonds pour éviter de se retrouver avec des factures astronomiques. Soit ce sont les éditeurs eux-mêmes qui vont eux-mêmes appliquer leurs propres coûts, c'est-à-dire leur marge supplémentaire là-dessus. Et là, on est dans une opacité totale chez beaucoup d'éditeurs. Donc je ne vais pas plus m'étaler que ça, mais faites vraiment attention à ça, sur comment sont compatibilisés les coûts des appels et les coûts des requêtes. Et enfin, je finirai sur 3 sujets en termes de fiabilité, de sécurité et conformité, qui sont clés et qui sont aujourd'hui des voies d'amélioration continue extrêmement importantes sur un marché qui est encore assez peu mature. Premier sujet, c'est que vous devez à tout prix éviter les hallucinations. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les hallucinations, une hallucination, c'est un chatbot qui répond n'importe quoi, qui invente une réponse. Et ça arrive extrêmement souvent. Alors, selon les modèles, vous avez des statistiques de 99,8 de taux de réponse. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les modèles progressent en permanence, mais quand même. Le modèle ne doit pas inventer. Il doit s'appuyer sur des sources qui sont maîtrisées et validées. Donc là, vous avez un vrai enjeu de venir faire de la supervision humaine, travailler le filtre contextuel. Il est hyper important, et c'est là où je dis que le paramétrage fait pour beaucoup, il est hyper important de mettre en place des garde-fous conversationnels, c'est-à-dire des instructions très claires dans le métaprompt et dans les sorties de réponse pour pouvoir surveiller la détection d'anomalies. Et tout ça, ça nécessite d'avoir des outils de journalisation, des outils de log, etc. pour pouvoir éviter ce genre de problématiques de confiance. L'enjeu, c'est de garantir un agent qui soit robuste, cohérent et résilient face à la fois aux erreurs, aux erreurs involontaires, comme sur les sujets des manipulations. Le deuxième sujet, et c'est un enjeu, je dirais presque civilisationnel, c'est que les agents conversationnels doivent respecter le RGPD et les autres réglementations à venir. Parce que quand vous déployez un chatbot, d'autant plus s'il a accès à des bases internes ou des bases personnalisées, vous allez traiter des données potentiellement sensibles. Donc vous avez des risques de piratage, de fuite d'informations. On peut avoir un utilisateur qui force un agent à relever des contenus qui ne le concernent pas ou des contenus confidentiels. Vous avez un enjeu en termes de RGPD, de transparence sur les traitements que vous faites des informations collectées, minimiser les données que vous conservez et gérer le consentement. Donc ça, c'est vraiment les principes de RGPD qui doivent s'y appliquer. Mais donc, ça nécessite aussi des éléments de paramétrage spécifiques. Et le dernier sujet, également extrêmement important, c'est la gouvernance que vous déployez et la posture pour garantir un usage responsable de l'IA. Il y a plein de sujets autour de ça et ça serait très très long de les résumer, mais les IA sont nécessairement biaisées. Biaisées d'après les corpus documentaires sur lesquels elles se basent. Les IA peuvent reproduire des biais culturels, des stéréotypes, et donc vous avez un enjeu pour venir régulièrement
évaluer la neutralité des réponses. Vous devez aussi très clairement expliciter et dire que l'utilisateur parle à un agent IA. Et l'utilisateur lui-même doit pouvoir comprendre sur quoi se fonde la réponse. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir reciter des URL, des sources, etc. Et je le disais un peu en introduction, mais c'est clé, c'est de se dire qui est responsable en cas d'erreur, en cas d'incident, et quelles sont les chaînes de cascade à déclencher. J'ai l'exemple en tête typique d'un précédent chez DPD qui a fait beaucoup d'écho dans les journaux. On a été typiquement dans un cas de gestion de crise très mal gérée parce qu'un chatbot avait dit n'importe quoi. Voilà pour cette présentation rapide. Évidemment, je vous le redis, si vous avez des sujets d'IA, on serait extrêmement intéressés et curieux de pouvoir vous accompagner, avec soit sur des questions de conseils, d'accompagnement, stratégie, définition des usages, ou des mises en place d'implémentation d'outils. Alors, on a un prisme très open source, mais de fait, on intègre aussi des solutions rapides et plug and play pour des besoins un peu plus faciles. Pour conclure, je vous invite très fortement à venir le 23 octobre prochain sur encore, vous allez me dire, un webinaire sur l'IA, mais sur un sujet un peu différent, sur le sujet du GEO. C'est-à-dire, en gros, à l'ère des agents conversationnels, ChatGPT, Perplexity, qu'utilise de plus en plus le grand public, comment est-ce que vous devez transformer votre stratégie SEO, donc de référencement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on reviendra sur des thématiques un peu plus classiques en novembre, sur à la fois des questionnements autour des méthodos agiles et des questionnements autour des enjeux pour gérer les projets de maintenance. Voilà, je m'arrête là. Et si vous le souhaitez, je vous propose de passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat. Que je puisse y répondre. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions, Marie. Ok. Bien, merci à tous. Il n'y a pas de questions. Et je vous dis donc à très bientôt.